au niveau international, les choses forcément avançaient, mais lentement, et qu'il ne fallait certainement pas compter sur les instances internationales pour faire que nous puissions arriver très vite à des mutations très, 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 très notables. Et donc, c'est ce qui se fait. Heu, Au niveau national, grande disparité au niveau mondial. J'ai donné quelques exemples sur la Chine, sur la Norvège, sur la Hollande. La France, qui a pris une position intéressante, avec la volonté de décarboner en 2050, l'ensemble de son économie, hein. Avec l'Union européenne qui a, vous le savez, développé donc une proposition sur son Green Deal, hein, avec la perspective de baisser globalement les, les émissions de CO2 avec un objectif de baisse de l'ordre de 55%, hein. Et puis d'avoir globalement, donc au total, hein, pas uniquement sur le transport, mais sur l'ensemble, ce qui veut dire que en domaine du transport, l'Union européenne mise sur un ralentissement beaucoup plus faible que cela des émissions, puisque l'objectif, si je ne me trompe pas, est qu'en 2050, le transport ait baissé ses émissions de 60%, hein. Voilà, donc on est loin d'être dans des transformations complètes sur ces sujets. Et voilà, c'est le contexte qui est là. Ça m'amène à dire que il y a certainement une chance assez importante qu'une action beaucoup plus rapide puisse être lancée avec succès à une échelle localisée. Et c'est ce qui m'a amené à proposer le projet Orbimob en disant nous avons à Clermont et sur le périmètre auvergnat, hein, j'inclus donc les quatre départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Loire, l'occasion peut-être d'avoir un écosystème qui se prête assez bien à une accélération dans plusieurs domaines pour aller vers une transformation, je dis bien aller vers, hein. Bon, vous avez entendu Michel, hein, qui vous a dit, par exemple, le véhicule autonome, c'est pas pour demain. Donc voilà, il y a des progrès notables qui vont arriver, mais il faut arrêter de rêver et de considérer, comme l'écrivent encore beaucoup de médias, que c'est pour demain ou après-demain, ou comme l'ont dit certains constructeurs d'ailleurs, hein. Bon. Et on a certainement les moyens d'avancer de manière extrêmement réaliste, extrêmement efficace, je crois, avec les technologies qui existent aujourd'hui et de franchir un certain nombre de pas, à la fois dans les domaines de la mobilité urbaine, de la mobilité personnes, hein, dans la mobilité des biens, à la fois en monde urbain et en monde extérieur, et puis dans la mobilité, je vais dire, territoriale, c'est-à-dire à l'échelle de 100, maximum 150 kilomètres autour d'une ville moyenne, capitale régionale comme Clermont, mais qui reste une métropole moyenne. On a des atouts. Alors, le laboratoire d'excellence dont Michel est le directeur en est un, c'est bien évident. On a là un Au savoir. téléphone? On a J'y vais. bien sûr des entités comme Michel. J'y vais, là, je me suis mis en téléphone, hein. C'est bon? C'est bon, j'ai fait. Oui, Alors, attendez, il y a un problème de micro, là, je désactive le son, c'est bon. On a un certain nombre d'initiatives qui ont été menées dans les transports en commun, etc. On dispose même dans l'aérien d'atouts, hein, avec le centre de maintenance de l'aérien. Je mentionne toujours aussi le centre, la brigade aérocombat. Bref, on a des expérimentations qui ont eu lieu, Michel en parlait, avec les navettes autonomes, etc. On a beaucoup d'atouts, mais on a surtout peut-être l'atout de se dire ce territoire, il est intéressant parce qu'il opère typiquement dans un domaine qui n'a pas reçu encore beaucoup d'attention. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par-delà les grands éléments de réflexion dont j'ai parlé tout à l'heure sur la mutation énergétique, sur le besoin de prendre en compte des éléments géostratégiques, etc., etc., on peut envisager assez rapidement de mener un certain nombre d'actions
Et j'en mets 5, en avant. J'en mets 5 en avant parce que je pense que c'est avec elles que l'on peut aborder une transformation. La première, c'est l'éducation. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure, à la suite d'une des questions qui m'a été posée. L'éducation est absolument essentielle pour essayer de reposer des bases avérées, hein, non pas des opinions, mais des bases avérées sur la réalité des choses, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, à quels horizons, à quel coût, avec un certain réalisme. Et je pense que c'est important qu'au niveau de l'éducation, et pas seulement au niveau universitaire comme on le fait aujourd'hui, mais vraiment sur l'ensemble de la chaîne, on puisse se dire, eh bien, à l'échelle de ce territoire, on va relever le défi de créer les éléments d'une information partagée, large, vérifiée sur toutes ces questions pour créer les conditions de changement des comportements et donc à partir de ça, de changement tout simplement des actions que nous allons faire. Ce domaine de l'éducation, il est essentiel et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas, dans un laps de temps relativement court, engager quelque chose de fort, qui ne s'est pas forcément fait comme ça dans d'autres pays, ou en tout cas pas du tout dans d'autres régions de France, en faisant en sorte que nous ayons déjà au niveau universitaire un enseignement multidisciplinaire sur ces questions. Et quand je dis multidisciplinaire, c'est précisément pour ne pas mettre uniquement en avant la dimension scientifique et technologique. Elle est importante, comme on l'a vu, elle est séduisante. Ce n'est pas forcément le domaine le plus pénalisant, mais on a encore beaucoup de choses à faire, hein, comme vous l'avez vu. Alors, Michel l'a exprimé dans le domaine de l'automatisation des véhicules, mais c'est vrai aussi dans les batteries, dans les piles à combustible. Enfin, il y a plein de choses à faire dans tous les domaines scientifiques et technologiques. Mais quand je dis une éducation multidisciplinaire, c'est aussi en incluant tous les aspects de droit, économie et gestion. Hein. On l'a vu tout à l'heure, la question du droit, de l'éthique, absolument essentielle. Voilà, il faut l'aborder. Et dans cette transformation, il y a énormément de choses qui sont. La fiscalité est absolument essentielle. On ne changera pas fondamentalement le transport si on ne change pas la fiscalité. Et bien évidemment, le management tel qu'on l'imagine, à la fois dans les entreprises, dans les services publics. Donc, c'est absolument fondamental qu'on développe quelque chose de fort là-dedans. On a la chance aussi à Clermont d'avoir un CHU de belle notoriété, de grande qualité, et qui, depuis des années, a misé sur les questions de mobilité personnelle, justement, et de pathologies liées au mode de déplacement des personnes, à l'absence de déplacement, etc. On a une expertise tout à fait fondamentale, et cet enseignement général sur les questions de mobilité et de santé, avec les questions de pollution et de leur impact, les questions justement de mobilité non active, etc. Tout ça est essentiel. Il faut qu'on puisse le développer et que nous puissions le faire partager avec l'ensemble des populations. Et puis le quatrième domaine, c'est celui des sciences humaines. Hein. On a parlé de changement des comportements. Et c'est absolument essentiel, c'est-à-dire que les sciences sociales dans ce domaine, les sciences du comportement sont un domaine majeur. Donc, il est possible, hein, et justement, le président de l'université, la Mathias Bernard, me suit bien sur ces questions-là, il partage ces idées. Nous pouvons progressivement, dans un laps de temps pas très long en définitive, tout simplement décider de devenir un pôle majeur de connaissances dans ce domaine-là, d'éducation dans ces registres, à la fois, bien sûr, dans un enseignement que nous développerions à partir de nos propres connaissances, mais aussi en nous liant à des réseaux d'autres universités, d'autres ensembles au niveau mondial qui peuvent travailler. Et d'étendre tout cela vers le circuit scolaire, hein, à la fois les lycées professionnels, bien sûr, qui sont directement impactés par toutes ces questions, les lycées d'enseignement classiques, les collèges, et puis les enfants plus petits, qu'il est bon de sensibiliser à ces questions-là. Voilà, donc un grand axe là, possible à développer, pour lequel à la fois le président de l'université UCA et le recteur sont complètement à bord. Et on est en train de travailler justement sur ce qu'on appelle un campus des métiers et des qualifications qui inclut l'université, des lycées professionnels, etc. On va dire de bac-3 à bac+8 ou 20, pour travailler sur ces questions-là et avec une extension donc vers les enfants plus jeunes. Dans le domaine de l'éducation, on peut devenir très bon rapidement. Il faut le faire.
Et surtout si on a le bon goût, si je puis dire, d'aller explorer aussi les domaines qui ne sont pas ceux que le monde de l'éducation aborde traditionnellement. Quand on parle de transformation des mobilités, la plupart des universités travaillent sur la transformation des mobilités en milieu urbain. Formidable. Il faut le faire. C'est très bien. C'est très bien. On sait qu'en 2050, 70% de la population sera urbaine. Et donc, effectivement, il y a des enjeux absolument colossaux. C'est un axe majeur. Ceci étant, il y a ville et ville, il y a les très grandes villes, et là, effectivement, on peut avoir des métros, des trams, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a des villes petites, moyennes, dans lesquelles tout cet arsenal n'est pas forcément économiquement accessible, ni forcément désirable, ni pertinent. Et on se rapproche davantage de conditions de transport qui sont proches du monde rural, en définitive, hein, où l'utilisation de la voiture individuelle est quasiment la seule option que l'on ait, dans la mesure où le réseau ferré existe parfois, mais parfois n'existe pas du tout, et autres. Donc, il y a vraiment cette possibilité de se dire, dans ce domaine de mobilité territoriale, hein, durable, nous pouvons développer un certain nombre de choses qui ne sont pas précisément couvertes dans le reste et qui correspondent parfaitement en fait à la réalité de notre territoire qui en plus avec justement son tissu de villes petites et moyennes, avec son tissu de zones très rurales, avec sa diversité de zones plus ou moins industrialisées ou pas, plus ou moins rurales et autres, est très représentatif de ce qu'on a dans le monde. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a vraiment moyen de développer quelque chose, de devenir un pôle de référence sur ce domaine de l'éducation, des mobilités territoriales durables. Bon, et là, bien évidemment, je dirais qu'une partie des étudiants qui sont avec nous ce matin là, sont au premier chef, et puis de toute façon, c'est eux qui demain porteront ce combat dans les différents domaines où ils travaillent. Un, donc, l'éducation. Deux, la recherche. Donc, on avait un exemple merveilleux avec Michel Daume et le laboratoire IMOPS 3, mais de la recherche dans la région, il s'en fait aussi beaucoup. Chez Michelin, il s'en fait beaucoup dans d'autres entreprises qui sont sur le territoire, à la fois dans des très grandes sociétés ou dans des plus petites. Et donc, dans des sociétés comme Engie, comme EDF, etc. aussi, qui sont des très grandes sociétés en plein dans le domaine énergétique, il y a vraiment des choses qui sont à faire. Et je crois que dans ce domaine de la recherche, on peut là aussi prétendre à devenir un acteur important. Ne minimisons pas effectivement cette dimension. La troisième dimension, c'est celle de l'expérimentation. Michel Daume en a parlé tout à l'heure un petit peu avec les navettes qui sont intervenues dans le cadre de la métropole clermontoise. Sans lendemain, j'ai envie de dire, c'était juste une expérimentation, mais c'est déjà très bien. Et je pense que nous pourrions, au niveau du territoire, nous déclarer effectivement territoire d'expérimentation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons, à la fois dans les domaines de la mobilité terrestre, hein, routière, sur rail, essayer de se positionner comme territoire où nous pourrions effectivement faciliter les choses pour que s'installent des expérimentateurs, des startups, etc., pour lancer des choses nouvelles. Et il y a énormément de cas possibles. Je prends toujours l'exemple des trains à hydrogène, hein, les TER à hydrogène, technologie 100% française, qui malheureusement n'a pas pu être testée en France pour des questions de non-autorisation données par les autorités du secteur, que ce soit au niveau du rail, au niveau de l'État, pour des questions de sécurité, pour des questions, etc. Bref, l'expérimentation, tout l'événement s'est faite en Allemagne. La technologie se développe en Bavière, se développe dans la Hesse, est en train de migrer vers l'Autriche, de migrer vers d'autres pays plus à l'est, etc. Et voilà, en France, on attend toujours. Et ça, c'est quand même très embêtant parce que ça veut dire qu'on a raté une opportunité majeure avec des impacts économiques et sociaux considérables, simplement parce qu'il n'y a pas eu d'octroi de dérogation, ce que d'autres pays ont su faire. Alors heureusement, des choses comme la loi d'orientation des mobilités, qui a été publiée en décembre de l'année 2019, corrige ces choses-là, offre la possibilité de, justement, saisissons-nous de ce nouveau contexte
pour qu'effectivement nous déclarions en quelque sorte et nous démontrions que notre territoire veut devenir un territoire d'expérimentation. C'est un exemple typique, là, les TER à hydrogène, mais on peut aussi imaginer des choses dans l'aérien, par exemple, de petite distance, où il y a des choses formidables qui se font dans le domaine de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut les implanter chez nous, dans les ballons Flying Whales, hein, qui sont des grands zeppelins, si vous voulez, qui ne sont pas gonflés à l'hydrogène maintenant, mais qui peuvent assurer des déplacements de très forte masse dans des endroits difficiles d'accès, etc. Voilà, toute cette expérimentation-là, on doit pouvoir essayer d'en faire un concentré sur notre territoire, en s'inspirant de choses qui ont été vues ailleurs et en s'inspirant de choses qui demandent un territoire d'éclosion. Donc ça, c'est fondamental. Hein, et ce triptyque éducation, recherche et expérimentation, il est absolument majeur, majeur de majeur. Le quatrième point, c'est celui de l'association des citoyens. Hein. On se rend compte qu'en définitive, si beaucoup de mutations n'ont pas eu lieu, c'est qu'on a achoppé sur l'acceptabilité des citoyens, ou que ce qui était proposé ne correspondait pas aux besoins les plus importants de la population, celle en particulier qui n'a pas accès facilement à des choses, personnes âgées, personnes en difficulté, personnes fragiles, etc. Donc les priorités n'ont pas forcément correspondu. Et c'est là où il y a véritablement ensemble une éducation à apporter auprès de l'ensemble de nos populations pour montrer que des expérimentations nouvelles peuvent être menées avec eux et pour eux, et que dans ce domaine-là, on peut être tout à fait exemplaire. Rien ne s'y oppose. Et il est beaucoup plus facile de mener ça à une échelle un petit peu réduite que de le faire ne serait-ce qu'à l'échelle d'un pays comme le nôtre. Hein. Ça, c'est absolument. Et puis la quatrième dimension, hein, elle est essentielle aussi, elle a toujours ce côté social, c'est faire en sorte que nous attirions sur notre territoire un certain nombre d'entreprises. Hein. André Marcon parlait tout à l'heure de l'initiative batterie qui se situait là dans les territoires du Massif central. Il y en a plein d'autres que l'on peut. C'est le moment d'aller exprimer des intérêts. En surfant sur un certain nombre d'orientations nouvelles. Hein. Et par exemple, c'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes, globalement, a pris dans l'industrie de l'hydrogène, et c'est très bien. Il faut absolument y être. Profitons également du plan de relance pour avancer dans ces domaines-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres qui doivent être faits dans le domaine de la décentralisation des énergies propres, dans l'expérimentation qui peuvent être faites sur des petites coopératives ou des petits hameaux, des petites fermes, de fermes de génération d'énergie propre, et avec un petit parc partagé peut-être de véhicules, de façon à changer l'équation. On peut largement développer aussi au niveau des modalités de développement des personnels, des entreprises présentes sur le territoire, les aider à avoir des modalités un peu différentes. Donc, on peut facilement, voilà, il faut le décider, quoi. Mais enfin, on peut quand même raisonnablement se dire, il y a tout un arsenal de choses qui ont été faites au niveau international ou au niveau de certaines régions en France qu'on pourrait mettre chez nous, c'est le premier stade. Hein. Évidemment, faire en sorte que tout ce qui a été lancé dans le domaine des transformations puisse apparaître et être renforcé. Hein, ça, et puis, amener vraiment une dimension d'innovation sur le territoire. C'est l'objectif d'Orbimob. Hein, et on s'est donné, volontairement, hein, un objectif court pour y arriver. Parce que l'idée n'est pas de surfer sur des technologies d'après-demain. L'idée est simplement de se dire, avec tout ce qui existe aujourd'hui, mais simplement une orientation bien équilibrée, bien centrée sur ce qui intéresse fondamentalement les citoyens et qui répond à leurs besoins, à la fois en milieu urbain, en milieu rural, dans les zones d'exploitation forestière, etc., etc., on est capable effectivement d'apporter des solutions qui demain vont changer le quotidien. Hein, parce qu'il est évident que lorsque l'on parle de changement du quotidien, eh ben ça peut être très rapide sur les questions justement d'espace piétonnier en ville, sur les dimensions d'espace cyclable. Ça peut être très rapide aussi, si on le veut et on décide, sur une introduction accélérée
de l'électricité sur les 2 roues, sur un certain nombre de véhicules, en hybride rechargeable ou en électrique, peu importe. Ça peut être aussi très intéressant de développer du gaz, notamment sous la forme de biogaz. Je dis toujours, il faut qu'il y ait 3 ceintures d'approvisionnement énergétique dans notre chose. C'est l'électricité propre, le gaz de plus en plus propre, et puis bien évidemment de l'hydrogène. Voilà, de façon à voir comment utiliser l'ensemble, mais en disposer. Tout ça c'est faisable, et ça peut être fait, en tout cas largement initié, dans un délai de 6 ans. On a pris 6 ans parce que c'est le temps d'une mandature d'une métropole. Mais je crois qu'on peut le faire tant au niveau de l'enseignement, éducation, recherche, que de l'expérimentation, que de l'attrait que nous pouvons exercer auprès d'acteurs économiques. Voilà. Et c'est bien dans cette perspective-là d'une avancée dans laquelle on devient collectivement plus intelligents les uns et les autres, en prenant en compte l'entièreté des dimensions de la transformation, en étant très attentifs aux différents publics vers lesquels nous devons nous tourner pour ne pas en laisser sur le bord du chemin. C'est par notre capacité à faire cela à une échelle qui est maîtrisable que nous pourrions effectivement être, je dirais, un novateur et un chef de file en définitive pour des attentes qui existent dans ces domaines du type de territoire qui est le nôtre. Ce sont des attentes qui existent partout dans le monde, parce que l'Auvergne, avec ses villes moyennes, etc., comme on l'a dit, etc., ses zones rurales, etc., c'est très, très représentatif de ce qu'il y a dans le monde. C'est beaucoup plus représentatif que les quelques mégalopoles qui, malheureusement, ne sont pas toujours d'ailleurs des espaces merveilleusement idéaux pour y vivre. Donc, on a une capacité, à partir de ce que nous ferions, d'être en mesure de partager, d'exporter, de partager notre savoir, nos expériences, et d'exporter finalement les solutions dont nous disposerions. Et je crois que c'est important de participer ensemble à la fois à cette évolution culturelle. J'insiste beaucoup sur ce point-là. Il faut que culturellement, nous développions ensemble un imaginaire collectif sur la façon dont nous imaginons les mobilités en réponse aux vrais besoins des vrais gens, là où ils sont. C'est essentiel d'avoir cette réalité celle culturelle avec la volonté économique derrière de pouvoir développer des emplois, une activité et donc une attractivité maximale du territoire dans plus une région qui est merveilleuse, qui a quand même gardé énormément d'atouts de son patrimoine d'origine. Et c'est des grandes chances, et il sera de plus en plus une chance d'ailleurs pour l'avenir. Donc il faut regarder les choses avec beaucoup d'ambition, me semble-t-il, beaucoup de réalisme sur ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne nous connaît dans ce domaine-là, et c'est un petit peu dommage parce qu'on a beaucoup d'atouts, peut-être parce qu'on n'a pas assez communiqué. Il y a de jolis projets en cours, menons-les à leur terme, mais accélérons, ayons davantage d'ambition. Le but est d'être au moins toujours au niveau des meilleurs ailleurs que chez nous. Voilà, c'est le but. Et puis de faire ensuite un petit peu mieux. Ça me paraît important. Ça me paraît important parce que on est justement, c'est l'intérêt de ces conférences qu'on a lancées déjà en novembre au moment ce qu'on appelait le lancement partenarial d'Orbimob, où non seulement le président de l'université, mais le recteur, André Marcon pour représenter justement le Macéo dans le Massif central, le préfet, le représentant de la région, etc., Michelin, EDF Engie, enfin toutes ces entités-là ont participé, le Crédit Agricole et autres. On est dans une démarche qui a véritablement un potentiel de séduction, et qui, je crois, ne fait pas partie d'un rêve fou, mais qui entend bien s'appuyer sur des vraies réalités, des vrais atouts que nous avons et une capacité à sublimer un petit peu ce que nous avons été jusqu'à présent. Voilà, on n'est pas connu aujourd'hui, on n'a pas de spécificité majeure, si ce n'est des atouts, des tas de bijoux un peu cachés, comme le laboratoire IMOPS3 dont on vient de parler dans la conférence précédente. Il y en a beaucoup, et à ce moment-là, on va pouvoir effectivement avancer dans ces domaines-là. Voilà, donc les conférences qu'on fait aujourd'hui sont un premier cycle, après celui qu'on avait fait en novembre, un premier cycle de conférences. On a misé là sur justement des enseignements de spécialité de Sigma et de l'école de commerce pour structurer ces conférences-ci. On en fera d'autres,
sur des thématiques comme justement la mobilité, l'agriculture, la mobilité, enfin, et tel secteur d'activité. Mais l'idée est de partager progressivement une culture avec des éléments vrais, vérifiés. J'insiste beaucoup parce qu'il y a tellement d'informations erronées qui circulent, ou en tout cas tronquées, qu'il faut vraiment restaurer quelque chose. Je pense que c'est bien le rôle de l'université d'être au centre de cela. Il faut qu'on développe ça et que nous puissions, à partir de ça, effectivement, nous développer comme il le faut. Et ces conférences sont là pour créer ce que j'appelle un peu le socle culturel commun sur lequel nous pourrons rebondir les uns et les autres et mener ensemble des politiques de changement en lien avec des aspirations des personnes et sans y consacrer des budgets effrayants. J'insiste beaucoup parce que dans pas mal de cas, effectivement, on pense associer la transformation réelle des conditions de vie des personnes à la nécessité d'infrastructures majeures. Je dis non. L'avenir est à une certaine frugalité énergétique comme à une certaine frugalité dans les infrastructures. Et donc, il faut dimensionner ce que nous sommes capables de faire. Et on peut faire beaucoup de choses sans infrastructure, ou en tout cas des infrastructures extrêmement légères, qui ne demandent pas des budgets notablement supérieurs à ceux qui sont actuellement engagés, mais qui ne sont pas toujours affectés à des choses dont le payback, dont le bénéfice soit J'insiste beaucoup sur cette dimension-là, parce qu'on peut être très ambitieux et en même temps extrêmement raisonnable, extrêmement frugal sur les consommations de budget. Bon, les États sont endettés, ils vont l'être de plus en plus au sortir de la Covid, les villes sont endettées. Voilà, j'entendais des propos du FMI ce matin qui sont loin d'être optimistes sur la solvabilité de nombreux États dans le monde au sortir de ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, contrairement à ce que l'on nous laisse penser, l'argent va couler sur des fontaines magiques, etc. Absolument pas. Il faut retomber à un moment donné dans le vrai monde, la vraie vie, et se dire que c'est à travers la frugalité que l'on saura trouver les solutions intelligentes et les solutions qui, justement, marieront à la fois différentes énergies, différentes technologies, différentes prestations de services qui ne requièrent pas toutes. Il y a dans la liste des personnes qui participent ce matin des gens qui savent très bien qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qu'on peut leur apporter sans beaucoup de moyens, sans révolutionner les choses, mais en changeant un tout petit peu de comportement collectif et de regard les uns sur les autres. Voilà, donc cette dimension à la fois extrêmement humaine et je dirais d'aventure, je crois qu'on peut la vivre. Et c'est tout l'intérêt de ce projet Orbimob. Alors, justement, ce que je souhaite faire avec les étudiants de Sigma, et puis tous ceux qui voudront s'y associer, c'est justement les inviter à la suite des différentes conférences que nous aurons eues pendant ces 3 jours, et ça leur servira de contrôle des connaissances, puisque n'oublions pas, les étudiants, il faut les noter, c'est de leur demander 2 travaux. Un premier travail collectif sur, au fond, quand vous regardez tous les éléments qu'on vous a proposés, comment aujourd'hui voyez-vous les phases et les moyens et les chemins pour arriver à transformer au maximum les mobilités pour répondre à 2 spécificités bien dit, mais absolument complémentaires, le besoin des citoyens et le besoin des entreprises. C'est fondamental, c'est fondamental de voir bien ça. Un travail de réflexion là que je leur demande. Et puis le deuxième travail, ça sera de dire, à une échelle, alors la première échelle est plus internationale, nationale, ce qu'on veut, puis à l'échelle du territoire auvergnat, compte tenu de ce que vous connaissez, du contexte national, international qu'on a exposé, etc., et de la réalité de terrain que vous connaissez, et y compris en particulier du rôle de vos universités ou de vos écoles, comment verriez-vous Orbimob? Et en disant, dans les 6 ans, qu'est-ce qui est absolument majeur de faire? Voilà, donc c'est tout l'intérêt de ces choses-là. Alors, ce que je propose, c'est que peut-être je passe la parole à Nicolas Ferrand, qui a peut-être quelques slides à vous présenter, qu'on a déjà eu l'occasion de
de montrer à la fois dans le cadre du lancement partenarial de novembre, et puis qu'on a un petit peu repris dans le cadre du comité de préfiguration là, qui nous sert à organiser justement le développement d'Herbimob. Et j'aimerais donc laisser la parole à Nicolas qui va vous faire entrer un petit peu dans ce que nous avons prévu, notamment en termes d'organisation, d'objectifs et de gouvernance pour vous aider à avancer. Très bien, merci Patrick. Juste en combien de temps? En 10 minutes? C'est quelque chose comme ça, 5-10 minutes? Très bien, très très bien. Oui, oui, très bien. Alors, je vais partager mon écran. Alors, évidemment, excusez-moi, je cherche. Je vois que Laurie Mazot a levé la main en attendant. Oui, vous parliez effectivement de ne pas mettre des budgets démentiels dans ces actions. Donc, on parle de services, des actions raisonnées. Est-ce que vous auriez 2-3 petits exemples juste pour illustrer cette idée? Bien, si vous voulez, premier exemple, prenons n'importe quelle ville. Le premier élément majeur de transformation de la mobilité, c'est structuration d'un espace piétonnier, structuration d'un espace cyclable. Voilà. Si je devais retenir 2 choses, c'est ça. Alors, ça ne se fait pas à zéro investissement, hein, bien évidemment, mais ça se fait avec des investissements que je qualifie de modestes. Si je veux développer dans une ville une mobilité électrique, je commence par les 2 roues. Les 2 roues, c'est la façon dont ont procédé les Chinois, la plupart des 2 roues n'ont pas besoin de station de charge. Chacun charge sa batterie chez lui, comme on le fait avec son smartphone. C'est ce que je fais avec mon hybride rechargeable, moi. Je n'ai pas besoin de station de recharge. Je suis chez moi ou dans la copropriété dans laquelle j'habite. La loi demande à ce que justement les communautés soient équipées et je peux mettre ça. Ça ne requiert quasiment rien, comme, enfin, vous m'avez compris, hein, ça ne requiert pas des budgets énormes dans un budget municipal, mais c'est de nature à transformer complètement les choses. Parce que dès lors que vous mettez l'accent sur le piétonnier, le cyclable au départ, les 2 roues électriques en complément des transports publics qui existent déjà, une certaine électrification encouragée au niveau des voitures, vous créez déjà les conditions, c'est comme ça qu'on fait ceux qui ont bien réussi hein, dans l'Europe du Nord, vous engagez les éléments qui permettent de transformer effectivement, je ne dis pas que ça transforme tout, et à un moment donné, il faudra bien quelques investissements conséquents hein, sur des voies propres, sur des chaussées, de cela. Mais cette structuration-là qui consiste à se dire, je change le paradigme fondamental, je change collectivement des comportements, et puis après, justement, au niveau des transports en public, je peux avoir des choses de petite taille qui misent sur du semi-autonome, qui travaillent sur de l'informel. Voilà, il y a plein de choses qui sont tout ce qu'on appelle justement les systèmes informels, qui existent notamment en Afrique où il y a peu d'infrastructures et où les gens se débrouillent, mais pas si mal que ça, hein, et on ferait bien de s'en inspirer de temps à autre pour justement répondre à une demande sans gros moyens. Voilà. Mais on essaiera dans le cours des conférences de développer ces choses-là. Mais merci d'avoir posé la question. Je laisse la parole à Nicolas. Très bien, donc du coup j'ai retrouvé mon PowerPoint. Hop. Voilà, donc l'ambition collective d'Herbimob, comme ça a été dit par Patrick, hein, c'est de faire de Clermont et de l'Auvergne, avec un petit peu de porosité dans le Massif central autour, un pôle de référence sur la thématique des mobilités durables, en impliquant les citoyens et tous les acteurs ressources. Donc les mobilités territoriales durables, mobilité territoriale, c'est en gros dans un rayon de 100 km plus ou moins d'une petite métropole, une grosse ville moyenne comme Clermont-Ferrand, avec des objectifs qu'on peut se donner collectivement, un peu par famille d'acteurs, et puis de manière thématique. Donc ce qui a été retenu, proposé, en objectif par famille d'acteurs, bon, c'est le premier point, un pôle d'excellence pluridisciplinaire pour l'éducation, la recherche, l'expérimentation sur les mobilités.
Deuxième point, clairement ouvrir un territoire pilote. Et troisième point, comme Patrick l'a évoqué aussi, hein, un pôle économique et d'emploi d'envergure sur les mobilités durables. Et il ne faudra pas, bien sûr, oublier un plan de promotion d'attractivité territoriale ambitieux, avec le temps fort annuel, la semaine Orbimob, pour rythmer ça chaque année. Donc, ce qu'on a proposé aux acteurs du territoire comme sujet sur lesquels se concentrer, en accord avec un certain nombre de consultations qui ont été faites avec les uns et les autres, c'est trois axes. Le premier axe, c'est promouvoir les usages et solutions de mobilité qui limitent la pollution, améliorent la santé publique et la qualité de vie pour tous. Le deuxième axe, c'est sur les énergies, favoriser l'utilisation d'énergies faiblement émissives en termes de GES, de gaz à effet de serre, en termes de polluants atmosphériques, et les démarches d'économie circulaire. Et troisième axe, développer des mobilités intelligentes et favoriser le maillage et l'interconnexion des territoires. Ces axes, en fait, les chercheurs peuvent y contribuer, les territoires peuvent y contribuer, les entreprises peuvent y contribuer. On est bien sur des axes thématiques qui sont fédérateurs pour tout le monde et qui doivent permettre de donner une lisibilité à notre action collective dans les prochains mois et années. Donc, il y a évidemment une organisation à mettre en place pour pouvoir travailler de manière efficace. Donc, il y a des dynamiques partenariales qui sont animées pour chaque objectif et chaque axe. Des actions partenariales diverses et variées à mettre en œuvre, et puis aussi des méthodes efficaces. Donc, cette semaine Orbimob annuelle pour donner un rythme, et un mode projet sur mesure qui va aussi pouvoir mobiliser les expertises opérationnelles et académiques en dynamique collaborative qu'il y a sur le territoire. Donc, si on schématise un petit peu l'organisation qu'on est en train de mettre en place, c'est plus des démarches de collaboration qu'une vraie organisation. C'est pas quelque chose de rigide, hein, c'est de l'animation du travail partenarial. Donc, on a nos trois objectifs, la pôle formation, recherche, expérimentation, pôle économique, emploi, territoire pilote. Donc, c'est déjà de dire que on va créer des collectifs d'acteurs, ou renforcer des collectifs d'acteurs pour chacun de ces pôles, des alliances partenariales, comme on les appelle, pour que l'information circule bien, pour que les projets des uns soient connus des autres, pour que de nouveaux projets collectifs, collaboratifs puissent être imaginés, pour qu'il y ait une saine émulation entre les différents acteurs et leurs pairs. Également, attendez. Voilà. Donc également avoir quelque chose, un collectif qui permette de faire une synthèse entre tout ce qui se fait sur le territoire et proposer des orientations stratégiques et collectives, et aussi être le garant de l'ambition, le garant de l'impulsion, le garant du tempo, on va dire, de nos progrès sur la mobilité. Donc un comité qu'on appelait comité stratégique, mais qu'on peut aussi appeler comité de synthèse, comité d'orientation, enfin un comité chargé de faire la synthèse, et adossé à un conseil scientifique international, dont on peut imaginer que certains des intervenants qu'on va voir dans les différentes conférences petit à petit pourront rejoindre ce conseil scientifique international, et sous une forme qui n'est pas encore complètement définie, mais sans doute un comité citoyen, ou en tout cas un volet d'association des citoyens à cette organisation.
Donc, on a un certain nombre de grands projets sur la mobilité qui préexistent sur le territoire. Je ne vais pas tout citer là, mais donc le projet Inspire, l'optimisation de réseau de transport en commun métropolitain, le CAP 25 là, que Michel Daume nous a présenté, zéro émission de vallée sur l'hydrogène, des projets Massif Central. Il y a pas mal de projets qui existent avec lesquels il faut bien sûr s'articuler. Et c'est bien sûr Orbimob vise à créer de la synergie accélérée, mais évidemment à ne pas se substituer, ça n'aurait pas de sens et de toute façon ça ne marcherait pas. Et puis enfin, mettre en place des équipes projets multipartenariales sur la semaine Orbimob annuelle et puis sur chacun des axes, mobilité, usage santé, énergie durable et énergie faiblement émissive et mobilité intelligente, interconnexion et enfin promotion, attractivité territoriale. Donc un canevas en fait organisationnel et partenarial et une gouvernance qui permettent finalement dont l'objet et je reviens à ce schéma là, mais de permettre en fait d'avancer collectivement et efficacement vers ces différents axes stratégiques et à les faire connaître et à développer l'attractivité du territoire Clermont-Auvergne, donc Clermont et Auvergne, c'est pas juste métropole Clermont-Auvergne, envers les acteurs de la mobilité. Voilà, et donc la métropole, pour le coup, la métropole Clermont-Auvergne pour laquelle je travaille, a considéré que dans son rôle d'appui au rayonnement et au développement territorial du territoire de la métropole, mais en tant que capitale de l'Auvergne, de l'ex-Auvergne et du Massif central, avait un rôle à jouer pour aider aux côtés de Patrick Oliva et puis d'un certain nombre de partenaires que je vais d'ailleurs vous montrer, un petit peu d'aider à structurer cette démarche et puis à la faire réussir. Les acteurs aujourd'hui qui ont déclaré leur intention, leur engagement lors de la lancement partenarial d'Orbimob à y participer. Donc les voici. Alors, il faut que je rajoute d'ailleurs la NCT Massif Central il y a la préfecture du Puy-de-Dôme, mais l'État Massif Central n'y est pas encore, puisqu'ils nous ont rejoints juste après. Vous voyez une vraie mobilisation collective, très intéressante, enthousiasmante. Bon, maintenant, il faut la traduire en actes et en réalisation, bien sûr, mais un bon début pour Orbimob et on compte sur vous pour y contribuer activement et on vous en remercie par avance.